Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées. Je suis également ravie d'accueillir les stagiaires du stage communiqué en unité qui participent à ce point presse et donc bienvenue à eux. Donc nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous poursuivrons ensuite avec l'exercice Volfa qui vise à préparer les forces conventionnelles au combat de haute intensité. Le colonel Jean-Christophe, chef de la préparation opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace, présentera les objectifs et les enjeux de cette édition 2025. Enfin, le colonel Guillaume Bernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Débutons les actualités avec la préparation opérationnelle de l'armée de terre. Du 22 au 29 septembre, 70 militaires de l'escadron de drones de chasse du 1er régiment d'infanterie de marine mènent une campagne d'expérimentation avec des drones de combat sur le camp militaire de Canjuers. Les drones sont devenus incontournables dans les combats de haute intensité. L'escadron poursuit donc un double objectif, s'entraîner à l'emploi des drones et acquérir l'ensemble des capacités liées à leurs usages, de l'utilisation à la réparation. Cette expérimentation, qui s'appuie sur le retour d'expérience de l'exercice Edged Hog 25, conduit en Estonie en mai dernier, permet notamment aux marsouins de perfectionner l'emploi et la coordination d'essaims de drones. Toujours en lien avec la préparation opérationnelle de nos armées, la seconde édition 2025 de l'exercice BASEX, organisé 2 fois par an par l'armée de l'air et de l'espace, s'achèvera demain. BASEX 2502 mobilise depuis le 22 septembre 31 bases aériennes et détachements air. 11 emprises aériennes sont particulièrement mises à l'épreuve pour cette édition. Elles sont confrontées à des événements complexes de type attaque combinée ou crash aérien. BASEX 2502 met notamment l'accent sur le concept de déploiement dit rapide et agile. Cela consiste à éprouver les capacités des unités à se déployer et à opérer depuis des terrains secondaires avec un soutien logistique minimal en cas de menace contre leurs infrastructures principales. Cette capacité de dispersion rapide des moyens aériens contribue à améliorer la résilience des unités en cas de conflit de haute intensité. Pour mener à bien leur mission, les aviateurs dépendent d'unités spécialisées à l'instar du Centre national de ciblage basé à Creil dans l'Oise. Le centre célébrera ses 25 ans le 7 octobre lors d'une cérémonie présidée par le général Marc Lebouil. Relevant du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, l'unité est mise pour emploi auprès du Centre de planification et de conduite des opérations CPCO. Issus des 3 armées, les militaires du centre ont pour mission d'identifier, d'analyser et de proposer des cibles militaires au profit des opérations françaises, mais aussi de l'OTAN. Il s'appuie pour cela sur un large spectre de renseignements aux sources multiples, en coopération étroite avec la direction du renseignement militaire. Véritable pilier des opérations françaises, l'unité confère à la France une crédibilité indéniable sur le plan international. Elle appartient ainsi au club restreint des nations disposant de l'ensemble des compétences nécessaires pour mener des opérations de ciblage de bout en bout. Du côté de la Marine nationale, la 3e édition de l'exercice pluriannuel Gabian s'achèvera demain. Elle mobilise depuis le 22 septembre 4 unités de la force d'action navale au large des côtes toulonnaises. La frégate de défense aérienne Forbin, le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier, la frégate Lafayette, ainsi que le bâtiment base de plongeurs démineurs Pluton. L'objectif de Gabian est d'entretenir les savoir-faire et de maintenir la capacité opérationnelle des unités toulonnaises de la marine. Les 4 bâtiments mobilisés mènent conjointement plusieurs exercices confrontant les équipages à des conditions telles que avarie de combat, entraînement au tir, mouvement en formation ou encore manœuvre aviation. Passons à des actualités d'une toute autre nature. À partir de demain, vous pourrez découvrir sur Canal+ le documentaire Légionnaires, mission de combat. Il est consacré à l'une des forces les plus célèbres de l'armée française, la Légion étrangère. Coproduit par Paramonti et le CPAD, avec le concours de la Légion et de la mission cinéma de la DICODE, ce documentaire de 6 épisodes recueille des témoignages inédits des légionnaires ayant pris part aux opérations extérieures françaises depuis les années 2000. L'occasion pour le public d'en apprendre plus sur les opérations de la Légion jusqu'ici méconnues et de comprendre l'éthique
du militaire engagé. Les épisodes seront diffusés le 26 septembre, puis le 3 octobre à 21 h. Et je vous propose d'en découvrir les premières images. La force de la Légion étrangère, c'est avoir des hommes qui viennent du monde entier. Je suis prêt à mourir pour la France. Le légionnaire, il a décidé que quoi qu'il en soit, il va se battre. Et là, on se bat. Une immersion inédite dans 6 missions confidentielles racontées par ceux qui les ont vécues. Tous les matins, on partait, on faisait nos affaires comme si on allait mourir. Vis-à-vis des talibans, on est la personne à abattre. Et là, ce qu'on avait pressenti est arrivé. On se fait taper et là, on sent le ventre qui fait boum. Chaque seconde, on avait l'impression que c'était une éternité. On est tombé dans un piège, en fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut aller aider les camarades qui sont là-bas plus loin. C'est des frères d'armes. C'est que moi, je pense tout le temps à eux, quoi. Création documentaire. Un légionnaire un jour, un légionnaire toujours. Légionnaire, mission de combat. À partir du vendredi 26 septembre à 21 h sur Canal+ Doc. Alors, nous avons une autre production audiovisuelle soutenue par le ministère des Armées qui sera prochainement accessible au grand public. C'est le documentaire Le Monde selon Pierre Loti qui sera diffusé demain sur France 5. Ce documentaire fait suite à la réouverture cet été de la maison de l'écrivain, dessinateur et photographe Pierre Loti à Rochefort, et il offre l'opportunité d'en apprendre plus sur le destin de cet officier de marine français, auteur et artiste élu à l'Académie française. Par ailleurs, le ministère des Armées a coédité ce mois-ci avec les éditions Passé Composé un ouvrage coordonné par l'historien Guillaume Piketty, spécialiste de la résistance et de la Seconde Guerre mondiale. Intitulé « Sortir de la guerre, des guerres de religion aux conflits asymétriques », cette œuvre collective s'intéresse aux périodes complexes de transition entre la guerre et la paix, à travers l'étude de 9 conflits majeurs du XVIIe siècle à nos jours. Après la lecture, passons à l'architecture, avec le lancement le 29 septembre des travaux de rénovation de la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides, classé monument historique. Cette cour d'honneur accueille des cérémonies militaires, des hommages aux soldats tombés au combat et des événements culturels. Ce chantier, piloté par le service d'infrastructure de la Défense, se déroulera jusqu'en 2026. Il permettra d'améliorer l'accessibilité de la cour d'honneur et de renforcer sa sécurité. Pendant les travaux, les cérémonies et hommages seront rendus dans la cour du Dôme et l'école militaire. Et donc, l'accessibilité sera plus limitée pour la cour des Invalides. Avant de conclure les actualités, je souhaite attirer votre attention sur la création récente par le ministère de la chaîne, de sa propre chaîne WhatsApp. Vous pouvez, avec ce QR code, y accéder directement. Si vous souhaitez donc avoir accès à des informations fiables ainsi qu'à des reportages ou des directs, je vous invite vivement à la suivre. Cette chaîne WhatsApp vous permettra de rester connecté à l'actualité du ministère. Je vous invite également à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, la rubrique Infox du site internet du ministère qui est créée dans l'objectif de lutter contre la désinformation qui vise nos forces armées. En aidant les citoyens français à mieux comprendre, détecter et agir contre la désinformation, cette rubrique est un nouvel outil contre les menaces informationnelles qui érodent notre cohésion nationale et notre sécurité. Ceci conclut la présentation des actualités. Avant de passer au focus thématique, avez-vous éventuellement des questions en salle ou en audio? Nous n'avons pas de questions. Donc je vous propose maintenant de passer au focus thématique consacré à cette semaine, à l'édition 25 de l'exercice Volfa. Face au retour de la haute intensité, l'armée de l'air et de l'espace renforce sa préparation opérationnelle. Cela se traduit notamment par l'organisation annuelle d'un exercice majeur de préparation au combat de ses forces conventionnelles, l'exercice Volfa. Volfa mobilise cette année des dizaines d'aéronefs et un millier de participants à travers l'Hexagone. Cet exercice entraîne et aguerrit nos aviateurs tout en développant l'interopérabilité de l'armée de l'air et de l'espace avec les autres armées ainsi qu'avec ses alliés. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au colonel Jean-Christophe pour qu'il vous présente plus en détail les objectifs et les enjeux de cet exercice majeur. Colonel, c'est à vous. Merci Madame la déléguée. Bonjour, colonel Jean-Christophe, chef de la division préparation opérationnelle du CDAOA, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Je suis en charge du montage des grands exercices pour l'armée de l'air et de l'espace.
Je vous présente donc l'édition 2025 de l'exercice Volfa, qui depuis ce matin débute sa phase dynamique avec les premiers vols pour les 5 nations alliées concernées. Volfa est l'exercice annuel majeur de synthèse de l'armée de l'air et de l'espace d'un niveau expertise, le plus haut niveau de complexité en entraînement. Organisé par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, il se déroule jusqu'au 10 octobre sur l'ensemble du territoire, et principalement depuis les bases aériennes de Mont-de-Marsan, de Cazaux et d'Orléans. Volfa 2025 s'inscrit dans le cycle de préparation opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace, notamment en vue de la conduite de l'exercice interarmé et interallié Orion et de la certification de l'Allied Reaction Force ARF 2026 de l'OTAN. Être certifié, c'est être reconnu capable de planifier, de commander et de conduire la force de réaction rapide de l'OTAN. Dans ce contexte, l'ouverture aux partenaires étrangers, mais aussi la recherche de synergie avec les autres armées, permettent d'éprouver l'interopérabilité de nos aviateurs. Les participants sont issus des escadrons de transport, de chasse, de ravitaillement en vol et d'hélicoptères, de surveillance en vol et de veille, de défense aérienne, de défense solaire, de lutte anti-drone, de guerre électronique, de contrôle aérien, de cyberdéfense, du génie de l'air et du commando parachutiste de l'air. Avec au total plus de 50 aéronefs, dont 40 jets, et 1000 participants, Volfa 2025 engagera 12 bases aériennes ainsi que des unités déployées sur le terrain. C'est une vingtaine de raids aériens complexes, composés de plusieurs dizaines d'aéronefs, que devront mener nos aviateurs durant les 2 semaines et demie d'une campagne intense et agressive. Les zones de combat se situent au centre de la France, sur la façade atlantique et en Méditerranée. Tandis que les avions de chasse opèrent depuis la base de Mont-de-Marsan, ceux de transport opèrent depuis la base d'Orléans et les hélicoptères depuis Cazaux. Parmi les autres bases contributrices, vous noterez celle d'Istres pour les ravitailleurs en vol MRTT, celle d'Avord pour les avions de commandement et de veille avancés AWACS et celle de Cognac pour les drones Reaper. Les unités de réserve de l'armée de l'air et de l'espace seront aussi mises à contribution, principalement dans les forces d'opposition. Ainsi, les escadrilles territoriales de réserve, appelées ESTER, joueront le rôle de plastron, simulant les menaces lentes et difficilement détectables, comme le sont les drones Shahed, par exemple. La Marine nationale prendra part à l'exercice avec des avions Rafale M, des appareils de guet aérien avancés E2C Hawkeye et des frégates de surface, tant en Atlantique qu'en Méditerranée. Des interactions auront lieu entre l'exercice Volfa 2025 et l'exercice de la Marine nationale Wildfire 25, exercice OTAN de lutte anti-drone. L'armée de terre participera à la défense solaire, tant amie que d'opposition, notamment dans le cadre de son exercice Aegis, à des missions coordonnées avec les hélicoptères d'attaque de l'aviation légère de l'armée de terre et aux opérations aéroportées avec ses parachutistes de la 11e BP. Côté interallié, 4 détachements étrangers sont venus pour s'entraîner aux côtés de leurs frères d'armes français. Un détachement italien d'avions de chasse Tornado, un détachement grec d'avions de chasse F-16, un détachement canadien d'avions de transport CC-130 Hercule et un détachement britannique d'avions de transport A400M. Slide, s'il vous plaît. Vous l'avez compris, cet exercice de l'armée de l'air et de l'espace se veut interallié et interarmé. Il a pour vocation première d'entraîner et d'aguerrir les niveaux tactiques, en instruisant les plus jeunes équipages, en maintenant les compétences des plus anciens, tout en confrontant l'ensemble à un scénario particulièrement exigeant et réaliste, nécessitant audace, agilité et résilience. Dans le cadre de ce scénario de haute intensité, les équipes mèneront une campagne active dans tous les champs et tous les milieux. Elles opéreront dans des zones contestées et donc en conditions dégradées du fait d'un environnement de brouillage et de guerre électronique particulièrement dense. Une équipe dédiée aura pour mission d'évaluer les tactiques employées, de collecter et de partager les résultats avec l'AWC, l'Air Warfare Center, qui est le centre expert en matière de tactique de guerre aérienne de l'armée de l'air et de l'espace. L'Air Warfare Center profitera de la présence
des nombreux moyens de Volfa pour réaliser en parallèle son stage de qualification des instructeurs tactiques QI, Qualified Weapon Instructor, qui est un peu le Top Gun pour l'armée de l'air française. Le scénario de l'exercice n'est pas décorrélé du contexte géostratégique actuel. Il a été construit par l'Air Warfare Center en collaboration avec l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, partant d'une analyse commune des conflits actuels de l'Est de l'Europe et du Moyen-Orient. En particulier, le perçage des défenses multicouches adverses, tout comme la défense multicouche de nos propres bases arrières, seront exercées. Avec l'édition 2025, l'armée de l'air et de l'espace veut prendre en compte dans leur globalité les impacts d'un conflit de haute intensité, en incluant donc la protection des bases aériennes, leur mise en alerte et leur défense, les dispersions sous faible préavis, la consommation de munitions et l'attrition notamment. L'imbrication de Volfa avec l'exercice BASEX, et l'exercice semestriel de montée en puissance des bases aériennes, permet cette approche de bout en bout. Pour vous donner quelques exemples, des missions de protection de notre espace aérien verront des avions de défense aérienne engagés au plus loin des raids ennemis combinés. Combinés, c'est-à-dire composés d'un mix de missiles de croisière, de drones suicides et d'avions d'attaque. Pour Volfa, ces raids d'assaillants seront composés par des aéronefs et appuyés par la simulation via l'injection de pleuradars fictifs. Dès la détection des agresseurs, l'alerte aura été donnée et les aéronefs encore stationnés sur les bases menacées se seront dispersés sur d'autres sites afin de se prémunir des munitions qui atteindraient leur base, malgré notre défense solaire multicouche. Ces dispersions de chasseurs à l'occasion d'attaques saturantes ont eu lieu en début de campagne du nord-est de la France vers le sud-ouest hier. Et elles auront lieu au plus fort de la campagne, de Mont-de-Marsan vers Solenzara en Corse. Les forces aériennes ainsi redistribuées devront pouvoir opérer depuis leur base de repli. L'agilité inhérente à un tel tempo opérationnel s'appuiera sur un soutien logistique rustique et un maintien en conditions opérationnelles de combat. Ces déploiements sont une mise en application directe du concept français de l'Agile Combat Employment de l'OTAN, autrement appelé FRA-ACE. Autre exemple parmi les nouveautés dans le cadre de la capacité d'entrée en premier de l'armée de l'air et de l'espace. Le couple A400M Atlas ravitailleur et Rafale s'engagera dans la profondeur où les Atlas délivreront en basse altitude du carburant aux avions de chasse, ce qui augmentera significativement leur allonge. Cette opération s'accomplira de jour comme de nuit, ce qui réclame une haute technicité, un savoir-faire que peu de nations détiennent. Enfin, les cercles de commandement et de contrôle de l'armée de l'air et de l'espace seront impliqués, notamment depuis Lyon. Dans le cadre de missions de dynamic targeting, missions de destruction de cibles mobiles, souvent de haute valeur ou critiques, comme par exemple les systèmes solaires adverses, le centre de planification et de conduite du CDAOA, du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, sera en charge de désigner en temps réel des objectifs aux patrouilles de chasseurs bombardiers. L'armée de l'air et de l'espace profitera de cet exercice de synthèse pour partager ses savoir-faire avec les nations alliées, tant auprès des détachements participants que vers les observateurs invités en seconde semaine. Enfin, nouveauté 2025, dans le cadre du renforcement du partenariat au sein de l'équipe France de défense, des représentants de l'industrie et de la technologie de défense pourront échanger avec le Centre d'expertise aérienne militaire de l'armée de l'air et de l'espace et les participants de Volfa. Afin d'être ensemble au rendez-vous des opérations futures, ils pourront constater in situ les modes opératoires, les conditions d'emploi des aéronefs et armements aériens. La presse est naturellement conviée à suivre certaines phases de l'exercice Volfa 2025 lors de voyages de presse sur les bases aériennes, et je vous invite dans ce cadre à vous rapprocher du service d'information et de relations publiques de l'armée de l'air et de l'espace qui se tient à votre disposition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je me propose de répondre maintenant à vos questions dans mon périmètre et dans la mesure de mes connaissances. Merci beaucoup, colonel. Avez-vous des questions en salle ou en audio ? En attendant que
les questions se précisent. Moi, j'en avais une. Comment Volfa s'intègre dans la préparation annuelle, en fait, dans votre préparation annuelle? Comment cet exercice s'intègre? Alors, l'exercice Volfa est un exercice de niveau expertise. Donc, c'est un niveau qu'on entraîne à quelques reprises, donc annuellement pour Volfa. Les forces aériennes stratégiques ont leur propre cycle, par ailleurs. On a des exercices comme Basex qui sont semestriels. L'exercice Volfa, il est annuel. Un exercice de niveau interarmé comme Orion, il est triannuel. Et donc, on a besoin de faire cet exercice de manière répétée, car il permet de rassembler beaucoup de monde au même endroit, quelque chose d'assez rare, pour pouvoir avoir ce niveau d'entraînement et pouvoir affûter l'outil force aérienne. Et pourquoi le répéter chaque année? Eh bien, comme il est nécessaire dans le cycle de préparation opérationnelle de garder cet outil toujours bien affûté, nous avons besoin d'avoir cette régularité, à la fois parce qu'on a un nouveau contexte chaque année qui va se présenter à nous, et puis de nouveaux arrivants également. Donc on a besoin d'avoir cette répétition annuelle pour le cycle de la préparation opérationnelle, ce qui est valable pour toutes les armées d'ailleurs. Merci. Bonjour, colonel Pascal Samama, journaliste indépendant. Vous avez évoqué la présence d'industriels, c'est un peu nouveau. Ils étaient présents pour l'exercice Saphir. Ils vont être de plus en plus présents, j'imagine, dans les exercices. Qu'est-ce que vous attendez de cette présence et de cette collaboration pendant des exercices avec les industriels? Merci. Merci, monsieur, pour votre question. Dans le cadre des travaux habituels entre les trois entités, la DGA, les armées et les industriels, il y a toujours une équipe qui travaille sur tous les matériels des armées. L'intérêt d'avoir les industriels au plus proche des exercices, c'est que les unités tactiques puissent montrer en mission réelle l'ensemble des besoins, sachant que ça, c'est le travail de la DGA, mais l'ensemble des utilisations faites avec leurs équipements. Cette réunion des industriels et des participants, ça crée une synergie, à mon avis, qui permettra d'avoir des idées qui vont arriver et qui pourront aider à l'innovation, tout au moins alimenter l'innovation en matière de défense. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? Bonjour, mon colonel, Martine Rigaudy, le scribe. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui a préludé au choix des 4 nations qui vont vous accompagner. Bonjour, madame. Les 4 nations qui ont été invitées sont des nations de l'OTAN. Alors, le format de Volfa évolue. Il y a eu des Volfa avec 7-8 nations. Il y a eu des Volfa uniquement français. Cette année, il a été décidé d'inviter uniquement des nations de l'OTAN. Les invitations ont été envoyées sur un large panel. Ces 4 nations ont répondu présent. Les États-Unis avaient prévu de venir également et ont finalement annulé leur participation au mois de juin. L'idée est d'avoir des nations de l'OTAN pour pouvoir avoir un niveau d'entraînement tactique des unités avec un échange d'informations du niveau secret OTAN, ce que ne peuvent pas faire les exercices où on a d'autres partenaires en dehors de l'OTAN, afin d'être bien au cœur du sujet du moment. Merci beaucoup, colonel. Je crois que vous avez une contrainte horaire, donc n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions qui viendront à ce moment-là, on vous les transmettra. Merci beaucoup et je propose de passer au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Merci beaucoup. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Et je propose de débuter cette revue des opérations par l'Europe, où la France maintient son engagement aux côtés de ses partenaires sur le flanc oriental de l'Alliance. Alors, on commence avec l'Estonie, où les forces françaises insérées au sein du bataillon multinational de l'OTAN sont toujours engagées dans l'exercice PICNE 2025. Cet exercice majeur, mené aux côtés des Estonian Defense Forces ainsi que de militaires américains et britanniques, met en avant l'interopérabilité des forces de l'OTAN et l'emploi de capacités du haut du spectre.
Dans un scénario de reprise d'une portion du territoire, la phase actuelle combine des actions offensives de la compagnie d'infanterie légère française et des volontaires de l'Estonian Defence League qui sont appuyés par les hélicoptères français d'un sous-groupement aéromobile. PICNE 2025 démontre l'engagement continu de la France aux côtés de ses alliés et contribue au renforcement de la posture dissuasive de l'OTAN sur son flanc est. Plus au sud maintenant, en Roumanie, l'exercice Eagle Warrior s'est achevé le 18 septembre. Cet exercice, conduit par la compagnie d'infanterie française pendant 4 jours, a été l'occasion d'effectuer plusieurs séquences de combats en zone urbaine, de combats de tranchées et de tirs en espace clos. Eagle Warrior contribue au haut niveau de préparation opérationnelle des unités du bataillon multinational de l'OTAN, ainsi qu'à sa capacité de réponse à toute menace. En parallèle, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 est déployé à Constanta, toujours en Roumanie, depuis le 7 septembre pour mener des missions de surveillance. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la participation de la France au dispositif de renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN sur son flanc est. En étroite collaboration avec plusieurs membres de l'Alliance, notamment la Roumanie, les armées françaises ont conduit des vols de patrouille maritime en mer Noire au-dessus des eaux territoriales roumaines et bulgares. Ce déploiement témoigne de l'engagement de la France aux côtés de ses alliés pour garantir la sûreté maritime et réaffirmer la liberté de navigation dans la région. On passe maintenant à la Pologne, où l'opération de l'OTAN Eastern Sentry se poursuit, engageant notamment des chasseurs espagnols, hongrois et néerlandais. Un détachement de Rafale français y prend part et a effectué un total de 12 missions, ce qui représente 24 sorties aériennes depuis le 10 septembre. Conformément à la procédure prévue en cas de pénétration irrégulière dans l'espace aérien de l'Alliance, la France, en tant qu'allié, fournit une réponse adaptée et graduée selon le niveau de la menace. Toujours en Pologne, la France maintient son engagement en soutien à la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM, et renforce les capacités des forces armées ukrainiennes. La contribution française à EUMAM Ukraine en Pologne s'est matérialisée cette semaine par la poursuite des formations de chefs de groupe d'infanterie, de reconnaissance et de combat au corps à corps. Dans le domaine génie, des instructions au déminage ont également été menées. On passe à la mer du Nord, où l'exercice Neptune Strike a débuté ce lundi 22 septembre. Une frégate multimission française a ainsi rejoint 3 bâtiments de la marine américaine, dont le porte-avions USS Gerald Ford, ainsi que plusieurs unités alliées. Cet exercice comprend notamment des séquences de lutte antiaérienne et anti-surface, ainsi qu'un exercice de tir de missiles de croisière. La frégate, par ses moyens de lutte anti-sous-marine, constitue un élément clé de la défense du groupe. L'intégration de la frégate française au sein du groupe aéronaval américain atteste des liens étroits entre les deux forces armées et leur haut niveau d'interopérabilité dans la conduite de manœuvres complexes. Neptune Strike illustre la capacité de réponse conjointe des forces de l'OTAN dans la défense du territoire de l'Alliance. On se dirige à présent du côté du Groenland, où le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Garonne a participé à l'exercice Arctic Light 25 organisé par le Joint Arctic Command danois. Par leur engagement conjuguant des moyens maritimes, terrestres et aériens, les armées françaises se sont affirmées comme une des principales contributrices. Visant à éprouver l'interopérabilité dans le Grand Nord, la coopération entre différentes forces alliées ainsi que le soutien à la société civile en cas d'urgence, cet exercice a mis en action des moyens dans tous les milieux. Dans les airs, c'était un A330 MRTT de l'armée de l'air et de l'espace qui a conduit des ravitaillements en vol au profit d'avions danois. À terre, un groupement de commandos de montagne, GCM, de l'armée de terre équipé de drones était intégré au sein d'une unité danoise. Arctic Light illustre l'engagement de la France aux côtés de ses alliés pour la sécurité de la zone euro-atlantique. Cet exercice multimilieu mené dans les conditions exigeantes de l'Arctique atteste du haut niveau d'interopérabilité des forces armées françaises et danoises. Il rappelle l'importance d'une présence marquée dans cette région, qui est une région stratégique et soumise à une compétition croissante. On se dirige à présent au Proche et Moyen-Orient, où les armées françaises mettent en œuvre un dispositif modulable et réactif contribuant à la stabilité régionale. On commence au large de Chypre, où s'est clôturé l'exercice quadripartite Eunomia, auquel participait une frégate multimission de la Marine nationale, aux côtés de Chypre, de la Grèce et de l'Italie. Cet exercice incluait notamment de la lutte maritime multidomaine, des manœuvres aéromaritimes,
des manœuvres à la mer interalliées et des opérations de secours à la mer. Les armées françaises s'entraînent régulièrement aux côtés de leurs alliés en Méditerranée, entretenant leur capacité d'action conjointe au profit de la sécurité régionale. Au Liban maintenant, la Force Commander Reserve poursuit avec détermination la mise en application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, au cours du mandat d'Amman 52, les forces françaises ont participé au désarmement du Hezbollah en étroite collaboration avec les forces armées libanaises, les FAL. Ces 4 derniers mois, ce sont plus de 110 caches qui ont été découvertes, 8 pièces d'artillerie fonctionnelles saisies et plus de 21 tonnes de munitions neutralisées, des roquettes, des obus, des mines et des IED. La FCR a réalisé sa mission en contribuant au démantèlement du Hezbollah et en documentant rigoureusement les violations israéliennes. Cette approche équilibrée combinant les actions au service de la population libanaise et le dialogue avec les autorités locales a contribué à la stabilité du Sud-Liban et à la protection des civils. Par ailleurs, la FCR contribue au renforcement des capacités opérationnelles de la FINUL et des FAL. Cette semaine, le détachement de partenariat militaire opérationnel a débuté la formation d'une section d'infanterie libanaise au combat embarqué et débarqué. À Tripoli, un détachement d'instructeurs a débuté une nouvelle formation au combat d'infanterie motorisé sur véhicules de l'avant blindé au profit du 1er régiment d'intervention. La FCR accompagne donc les FAL dans leur montée en puissance pour qu'ils puissent à court terme assurer la sécurité du pays de manière autonome. On passe à l'Irak où les rafales de la base aérienne projetée au Levant continuent d'assurer la permanence aérienne de la coalition au-dessus de la zone. Ces vols couvrant l'ensemble du spectre des missions aériennes concourent directement au maintien de la souveraineté du partenaire irakien dans son espace aérien. Dans le Golfe arabo-persique maintenant, les forces françaises poursuivent leur mission d'appréciation de situation. Cette semaine, une frégate multimission a pris part à l'opération européenne Aspides et se tient prête à accompagner un porte-conteneur lors de son passage en mer Rouge. Ce déploiement illustre l'engagement des armées françaises pour la sûreté maritime et la liberté de navigation de Suez à Ormuz. Le 21 septembre, une frégate de défense aérienne a fait escale à Abu Dhabi où elle a participé à une manœuvre conjointe avec la marine émirienne. Ce type d'exercice renforce notre interopérabilité et s'inscrit pleinement dans le cadre de notre partenariat opérationnel. Par ailleurs, au Koweït, 2 Rafales et un A400M français ont participé à l'exercice de défense aérienne Swift Falcon. Illustrant un partenariat militaire solide, cette activité opérationnelle conjointe a permis un échange de savoir-faire entre les armées françaises et koweïtiennes. L'action des forces françaises aux Émirats arabes unis contribue à la stabilité de la zone et témoigne de la solidité des relations avec les partenaires régionaux. Dans la Corne de l'Afrique, la France s'engage aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense. Du 14 au 21 novembre, les Mirage 2000-5 et les Mirage 2000D des FFDJ ont effectué 21 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la défense de l'espace aérien djiboutien et contribuent au maintien en condition opérationnelle des pilotes. On poursuit sur l'Afrique, où les armées françaises poursuivent leur activité opérationnelle à la demande des partenaires. Cette semaine, un porte-hélicoptère amphibie a effectué une escale à Casablanca. Dans ce cadre, diverses formations et entraînements conjoints ont eu lieu avec la force navale marocaine, notamment une navigation en coordination avec la frégate Mohamed VI. Ces activités illustrent une coopération navale et amphibie concrète, marquée par des échanges d'expertise et le renforcement de l'interopérabilité avec le Maroc. Au large de l'Afrique de l'Ouest, 2 bâtiments de la Marine nationale ont procédé cette semaine à une saisie de 9,6 tonnes de cocaïne. Cette opération, initiée sur la base de l'article 110 du Code de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a été permise par une coopération étroite entre les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre les stupéfiants. Cette saisie, dont la valeur marchande est estimée à près de 519 millions d'euros, porte à plus de 54 tonnes le total des saisies de stupéfiants depuis le 1er janvier 2025. Passons au Gabon, où les militaires français du détachement de liaison interarmée au Gabon poursuivent leurs actions de formation au profit des forces armées gabonaises. Depuis le 22 septembre, le détachement instruit son partenaire à l'emploi de drones, au tir mortier et au combat en zone urbaine. En parallèle, le stage de combat en jungle, organisé par l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, l'APERN, se poursuit dans l'objectif de permettre une lutte contre l'orpaillage illégal dans ce milieu. La maîtrise du combat en milieu équatorial est essentielle pour lutter contre les trafics, la contrebande, la piraterie
et l'exploitation illégale des ressources naturelles. La diversité de ces actions de formation permet de soutenir pleinement la montée en compétences des forces armées gabonaises et constitue une étape importante dans le renforcement de la souveraineté militaire de ce pays. On se tourne maintenant vers la zone Indo-Pacifique où les armées françaises s'engagent pour la sécurité et la stabilité régionale. Alors à La Réunion, du 8 au 19 septembre, les militaires des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ont conduit une session d'instruction opérationnelle au profit d'un détachement des forces armées malgaches. Établi au centre d'aguerrissement tropical de La Réunion, cette formation exigeante a permis de perfectionner les fondamentaux du combat terrestre, comprenant notamment des entraînements au combat rapproché et des modules d'aguerrissement. On passe maintenant à la Polynésie française où, du 9 au 19 septembre, une section issue des forces armées de Polynésie française a mené la mission Tahamura à Mangareva, dans les îles Gambier. Transportée par un avion CASA, elle a acheminé du fret, du matériel, pour réaliser des missions de soutien logistique et environnemental au profit des autorités locales. Ce type de mission permet de renforcer le lien avec les populations civiles tout en contribuant au développement durable et à la préservation de l'environnement, des enjeux centraux pour les forces armées françaises. Et on clôture ce tour des opérations par la zone Antilles-Guyane, où les forces françaises s'engagent pour le maintien de la sécurité régionale. Alors en Martinique, les forces françaises poursuivent leurs actions de coopération militaire avec leurs alliés et partenaires. Cette semaine a débuté le stage d'initiation commando au profit d'un détachement interarmé de militaires dominicains, incluant des entraînements en milieu tropical, en zone côtière, ainsi qu'un module d'aguerrissement. Ce stage participe pleinement à la formation des pays partenaires de la zone des Caraïbes. En mer, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer a participé à l'exercice Calm Horizon, mené par les forces armées néerlandaises aux Antilles. Réalisé annuellement, cet exercice vise à renforcer la coopération afin d'être prêt à agir rapidement en cas de catastrophe naturelle en cette saison cyclonique. Enfin, en Guyane, la surveillance maritime des trafics illicites continue. Un dispositif de vedette côtière de surveillance maritime et une embarcation remonte-filet, appuyée par des patrouilles aériennes d'un CASA, a permis de procéder à des saisies significatives dans le domaine de la lutte contre la pêche illicite. Et en parallèle de tout ça, la lutte contre l'orpaillage illégal se poursuit. Des patrouilles en forêt sont menées conjointement par les forces armées en Guyane et les forces de sécurité intérieure, ciblant les zones sensibles pour empêcher toute réinstallation des orpailleurs. Ceci conclut ce tour d'horizon des opérations. Merci beaucoup, colonel. Avons-nous des questions? Pas de questions. Écoutez, ceci conclut ce point presse. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci également d'être venu exceptionnellement à 15h30 et on reprend à partir de la semaine prochaine le point presse à 11h, jeudi prochain 11h. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.